Ça va? OK. Merci. Comment pouvons-nous nous attendre à la justice de prévaloir si, si personne n'est prêt à se sacrifier pour des causes justes? Hans et Sophie Scholl ils étaient des étudiants pendant la Deuxième Guerre mondiale à la Germanie nazie, euh, avec leur amour partagé au niveau de la littérature, la philosophie, les arts, la théologie. Ils ont devenu complètement désillusionnés avec l'idéologie nazie. Ils sont devenus politiques, engagés politiquement. Ils ont écrit des pamphlets pour amener le public contre les nazis. Ils ont adopté une résistance passive. Ils ont essayé d'arrêter cette machine avant que chaque cité soit devenue un amas de ruines, que les jeunes soient complètement désillusionnés. Ils ont distribué ces pamphlets de façon anonyme, signés souvent comme la rose blanche, parce qu'on savait que parler contre les nazis, c'était très dangereux. Euh, le 18 février en 1943, Hans et Sophie étaient en train de distribuer des pamphlets dans une université. Un général les a identifiés. Ils ont été arrêtés par la Gestapo. 4 jours plus tard, ils ont été amenés devant la cour nazie. Sophie a dit, quelqu'un a dû, après tout, commencer. Ce que nous avons écrit et dit, c'est cru par plusieurs personnes. Ils n'ont pas le courage de s'exprimer comme nous l'avons fait. Alors, ils n'ont pas eu la permission. Ils ont été ils ont été convaincus et exécutés quelques heures plus tard. Ils ont été accusés et reconnus coupables. Sophia, elle a dit, comment pouvons-nous nous attendre alors que personne à la justice prévale, à moins que personne ne se tienne debout pour une cause juste. Alors, dans une journée ensoleillée comme celle-là, j'aurais, je- et j'aurais à quitter, mais si ma mort à vous, si- ça vaut la peine si beaucoup de gens ont été poussés à l'action. Alors, j'ai eu la bénédiction, j'ai travaillé avec des étudiants prouvés depuis les dernières années. Je suis un étudiant, j'étais un étudiant et à travers tout l'Est du Canada, j'ai rencontré des gens, je suis actif. Alors, là, c'est nos enfants qui ne sont pas encore nés qui font face à la guillotine. Mais ça prend beaucoup de courage des étudiants de parler en défense des, des ceux qui peuvent se défendre eux-mêmes, ceux qui sont sans voix. Alors, même si c'est pas du tout populaire être prouvé, les étudiants font face à du harcèlement, de la discrimination, de la censure, même des assauts. Mais ils parlent quand même parce qu'ils comprennent l'importance que c'est la vie et la mort. Je pense à un étudiant de l'Université York. Alors, quand une femme est devenue enceinte de façon inattendue, alors c'est quelqu'un qui lui a donné le courage de poursuivre et de devenir bon, d'avoir son enfant et de devenir activiste elle-même. Elle a vu des gens qui avaient le courage. Elle dit, il y a d'autres façons d'aimer les bébés et les enfants ou les mamans. Et Mathieu Battista ou un autre ami aujourd'hui qui est, euh, alors que le directeur d'un club prouvé a fait face à des assauts, et, alors il s'est levé puis a défendu. Alors, alors quand le gouvernement a mis, cette femme elle s'est jointe à Mouvement Prouvé. Alors, Mathieu et moi, on s'est joints à ce groupe. On a, on a fait des pressions envers le gouvernement pour la liberté d'expression. Mais aujourd'hui, je vais inviter Talia
qui aimerait vous partager son expérience et le courage qu'elle a eu, le courage contagieux elle a eu de partager la situation à l'université Ryerson auparavant. Talia Batista. Talia, en 2016, alors que tu étais étudiante, tu as fondé le mouvement Pro-Vie à Ryerson. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu voulais partager le message Pro-Vie pour changer le cœur, les pensées au sujet de l'avortement, pour sauver la vie des enfants et le traumatisme de l'avortement. Et simplement parce que tu as exprimé tes opinions en public, tu avais à faire face à du harcèlement et même des injustices. Peux-tu nous expliquer ce qui est arrivé? Alors, j'ai toujours été éprouvé. Alors, c'est quand j'ai commencé à en parler à l'université et parce que j'ai fait face à beaucoup de discrimination dans mon union d'étudiants. Alors, on m'a empêché d'avoir accès à différents services. On m'a dit, on m'a dit que j'avais une disabilité, un handicap. Donc, alors, je payais, pourtant tu payais tes feux, mais tu ne pouvais pas avoir accès à ces services comme tous les autres étudiants parce que tu avais partagé tes visions prouvées ailleurs sur le campus. C'était certainement difficile pour toi. Un des événements auxquels tu as été refusé, c'était pour aider des étudiants qui étaient qui avaient été victimes d'assauts et d'harcèlement, d'être violés, des gens qui avaient vécu des agressions sexuelles. Alors, parce que tu avais partagé tes valeurs prouvées, je peux imaginer comment c'était difficile, comment ça a été de... Ça te dérangerait de nous en parler un peu? Alors, j'étais sur le campus. Alors, je voulais éviter à une femme de vivre le traumatisme de l'avortement. Alors, comme moi-même, j'avais été sexuellement euh, harcelé, alors d'avoir un endroit où on pouvait aider les gens. Alors, j'ai dit, je suis allé vers la personne, alors à cette femme qui voulait. Alors, on m'a dit que parce que j'ai partagé mes visions pro-vie à cet événement, alors ce serait pas approprié que je sois là. Alors, ça fait plusieurs années qu'on m'a dit que, pour la première fois, que j'ai passé par un processus de guérison, mais les gens qui sont des survivants d'agressions sexuelles, alors de penser qu'on a fait quelque chose pour avoir mérité ça et qu'on était fautif dans cette situation. Alors, on m'a dit d'aider des étudiants que alors ça a renforcé cette situation-là. Beaucoup de mes alors j'ai le cœur brisé d'entendre ce genre de propos. Comment tu as été traité? Alors ça a beaucoup nuit à sa guérison, ce qu'elle a vécu. Alors, vous étiez en relation avec Carol Crescent. Qu'est-ce que vous avez fait en réponse à cette injustice? Alors, avec l'aide de Carole, alors j'ai fait appel au droit, la question en Ontario. J'ai fait appel à une cour et c'était très difficile. Alors, on savait que c'était très difficile d'avoir une plainte légale contre l'université, en plus des choses personnelles que tu vivais. Comment as-tu décidé ce que tu devais faire? Alors, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis reconnaissante à Carol. Alors, c'est difficile de partager ça sans qu'elle soit là. Alors, je suis très reconnaissante pour son aide et dans ma guérison et dans ma sécurité. Une des choses que Carole a faites, un des coûts, là, qu'on recherche des actions légales, alors ça amène évidemment une déclaration.
ça nous amène un dossier en public. Alors, alors elle m'a rassuré. Alors, elle m'a rassuré que je. Alors, c'est pas une chose dont je pouvais parler avec tout le monde, mais j'en ai parlé avec elle. Et une des questions que je devais poser était, est-ce que ceux qui ont répondu à mon demande d'aide, que c'est pas approprié pour vous de demander de l'aide, est-ce qu'il aurait dit la même chose à d'autres gens, euh, malgré que c'est pas populaire? Alors, malgré les difficultés intenses que tu as vécues, alors, alors ce courage initial que tu as eu, ça a commencé en 2016-2017. Alors, ça a duré 5 ans, ce processus-là. Alors, étais-tu confiante que la décision, ou si tu as eu des doutes par rapport à la décision? Alors, j'aimerais pouvoir dire, pouvoir- la réponse honnête, j'ai eu des, j'aurais aimé ça dire que j'ai jamais eu de doute, mais oui, j'en ai eu avec les enquêtes préliminaires. Alors, j'ai fini l'université, j'ai fait des demandes d'emploi. Alors, je voulais fuir tout ça, dans le fond. Mais j'ai parlé à quelqu'un qui était beaucoup plus lourd, qui pouvait m'aider dans cette lutte. Alors, j'ai parlé à un professeur qui partageait mes croyances, que je respecte beaucoup, profondément. Alors, et elle me dit, ben, à un point, ces craintes vont partir et tu vas être confiante. Alors, elle m'a dit avec le temps que, y- mais il y a des craintes qui ne partiront jamais, mais on doit choisir ce qu'on va faire avec ces craintes. Donc, alors, mais la semaine passée, j'ai eu à rencontrer, la semaine dernière, j'ai rencontré. Alors, et là, je me suis posé la question, qu'est-ce qui arrive si mon patron me voit et si on va sur le campus et puis qu'on rencontre des gens? Alors, parce que j'étais contre vie, alors je sais que c'était pas une croyance populaire dans ma classe. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à craindre ce que les gens diraient de moi. Et, et si, il y a- il y a- alors, c'est ça. Alors, moi, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a quelqu'un au niveau du marché du travail, l'Évangile, ça, c'était jeudi dernier à Ryerson. Il y a un règlement qui est venu avec cette enquête préliminaire du tribunal ontarien qui disait que on a dit que ça ne doit pas être une croyance exclue du code si on a des convictions prouvées. Et le tribunal a dit que tes croyances enracinées dans ta foi chrétienne sont, sont, sont considérées comme une confession de foi selon ta religion. Donc là on a cité un précédent. Donc, on ne peut pas. Alors, c'était une bonne nouvelle, une grande victoire. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Alors, depuis le départ, depuis le décès de Carol, alors, une des choses m'a demandé récemment, juste avant sa mort, c'est on n'avait pas encore la décision. Elle dit, dans 30 ans, si ça, est-ce que tu vas regretter dans 30 ans de t'être levé et d'avoir tenu position? Je ne peux pas contrôler ce que les gens font. Je ne peux pas contrôler comment le tribunal règne, mais je peux contrôler ce que je choisis de faire. Et quand je choisis, alors, alors quand je choisis de faire le bien, j'espère que dans 30 ans, j'espère qu'on dira que j'ai fait tout dans mon pouvoir pour faire le bien. J'admire ta force, ton courage et ta fidélité tellement, Talia. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la justice prévale
à moins que des gens comme vous se rendent vulnérables et prennent position pour des causes de justice. Jeudi dernier, j'ai eu l'occasion, il y a même des étudiants qui étaient comme moi, quelqu'un qui m'a demandé, on m'a posé une colle au niveau de laquelle tu sauves la mère ou l'enfant dans une situation particulière. Alors, si un homme et une femme étaient pris dans un... Qui est-ce qu'on sauverait? Je dis, alors, moi, je ne peux pas sauver personne. Alors, euh, puis je me suis dit plutôt, ben, pourquoi est-ce que je ne m'abandonnerais pas moi-même? Alors, est-ce que moi, je m'étais sacrifié pour eux, ce que les deux auraient pu vivre? Alors, comme chrétien, on est appelé à faire non pas de vivre une vie qui est tellement sécuritaire qu'on n'a pas besoin de la défendre. On n'est pas appelé à, à défendre la défense de tout le monde. Non, on est appelé de faire tout ce qu'on peut faire pour aimer les autres, mais dans une culture qui n'est pas réceptive à cet amour. On peut se demander comment est-ce qu'on peut se sacrifier pour l'amour des autres. Alors, Talia, pour ton courage contagieux dans une culture de mort, je pense que le soleil continue à briller. Merci beaucoup.